Moi, je me suis installé dans d'autres pays avant le Maroc, notamment par exemple en Belgique, mais chez les Flamands. Et là-bas, j'avais appris le néerlandais. C'est essentiel d'apprendre la langue en fait des gens, hein. Sinon, je m'intègre pas quoi. Genre, je peux pas. Il y a une barrière. Je découvre Rabat, coup de cœur. Je me dis, ouais, il y a ça au Maroc. Tu sais, le tramway, les ponts magnifiques, les la verdure, les arbres, c'est des choses que j'avais un peu oubliées quoi, à Marrakech et Agadir. Si tu parles avec quelqu'un dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, tu parles avec sa tête. Si tu parles avec sa langue maternelle, tu parles avec son cœur. Et la darija, ça a été la langue la plus difficile à apprendre pour moi, pas parce qu'elle est difficile en elle-même, mais par rapport au contexte. Il y a même des Marocains qui te disent: «N'apprends pas la darija, ça ne sert à rien». On a cette image des Français qui n'apprennent pas la darija. Moi, depuis que j'ai fait mon podcast, que j'ai interviewé des gens sur cette thématique et j'ai même commencé à donner un petit peu des cours pour me tester moi-même, voir si c'est quelque chose qui m'intéresse, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de Français qui ont essayé et qui ont abandonné. Pour apprendre une langue, il faut accepter de s'exposer aux moqueries, pas juste dans la classe, mais dans l'espace public. Et pour beaucoup de gens, ça, c'est pas possible. Avec qui tu vas parler? Quels sont les gens avec qui tu ne peux pas parler pour l'instant? Parce que c'est le cas, et ça va t'aider à le faire. On entend souvent dire que les Français ne s'intègrent pas vraiment au Maroc, qu'ils restent entre eux, qu'ils ne parlent pas la darija avec les Marocains. Aujourd'hui, je suis à Rabat, dans les Oudayas, pour rencontrer David. Il vit au Maroc depuis 10 ans et très tôt, il a fait un choix important, apprendre la darija, donc l'arabe marocain. C'est le fil conducteur de cette interview. Je vous propose de découvrir pourquoi la darija joue un rôle très important quand on veut s'installer et s'intégrer au Maroc. Et juste avant de commencer cette interview, je voulais remercier notre sponsor, les résidences Relief. C'est un programme résidentiel à Marrakech qui incarne l'idée du premium accessible, des appartements modernes, bien situés, avec un vrai niveau de confort et de qualité à un excellent rapport qualité-prix. Que ce soit pour y vivre, pour investir ou pour avoir un pied-à-terre au Maroc, c'est un projet à découvrir. Je vous mets le lien dans la description pour en savoir plus sur Relief 2. Par rapport au Maroc, c'est quoi ton premier souvenir, ton premier lien avec ce pays? Bon, quand j'ai su que j'allais venir, j'ai reçu, 2 beaux livres de mes grands-parents en cadeau, un sur le Maroc et un sur la Tunisie d'ailleurs. Et puis sinon le premier souvenir parce qu'en fait moi je connaissais rien sur le Maroc, hein, j'ai pas de famille, pas de lien, même pas vraiment de potes proches qui auraient pu m'en parler, pas de voyage avant ça. Donc la première fois que je suis venu, c'était vraiment la première fois et je me souviens d'atterrir à Marrakech et de ce premier trajet en taxi entre l'aéroport et la Palmeraie, puisque j'allais travailler au Club Med. Voilà, de cette impression, assez chouette de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et donc voilà, ça devait être la fin de journée, ouais, à peu près au moment à l'heure du coucher du soleil. Donc c'est une belle heure aussi pour traverser Marrakech, avec ses couleurs ocre, elle met bien en valeur les couleurs du crépuscule et puis, voilà, de jeter des regards à droite à gauche, dans le silence du taxi puisque je parlais pas darija à l'époque, ouais, c'est ça, je pense mon premier souvenir. Et c'est toujours un peu, c'est pas un choc, mais c'est très vivant. Il y a des motos de partout, du bruit, du son, des lumières. T'es direct immergé dans le Maroc, en fait, quand tu sors de l'aéroport. Ouais, alors ça, je l'ai senti après quand même parce que encore une fois, quand tu es dans un taxi, puis c'est un grand taxi, ils sont faits pour être à 6 ou 7, tu vois? J'étais tout seul, donc tu es un petit peu, tu prends tes aises, tu sais, je sais pas, c'est comme quand tu arrives dans une maison où il y a 8 chambres et vous êtes 2 et j'avais pas trop les bruits, bah, c'était pas la première impression. Après évidemment, j'ai découvert ça, ouais. Et comment ça se fait que tu as eu un travail avec le Club Med? C'est quoi le process? Bah, ça remonte à loin, hein, j'arrivais au bout d'une, ouais, d'une phase de vie de plusieurs années d'exploration en fait, où, l'objectif c'était, de voyager, de m'installer dans différents lieux et d'y faire des boulots à chaque fois, qui avaient rien à voir les uns avec les autres. Depuis, barman, jusqu'à livreur à vélo, en passant par modèle nu ou bien, ouvrier dans le bâtiment au noir. Donc vraiment des trucs rien qui ont rien à voir. Phase d'exploration et puis voilà, j'arrivais au terme de ça, ça payait pas beaucoup, c'était très précaire, peut-être simplement aussi que j'avais pris ou découvert ce que j'avais besoin de prendre ou de découvrir.
et donc j'avais cherché un poste, qui correspondait à mes un peu plus à mes études en école de commerce et tout en étant à l'étranger et il y avait ce poste de gentil volontaire, c'était l'intitulé, pour la fondation du Club Med. Alors moi je me suis dit: «Je suis gentil, je suis dynamique, je suis volontaire, c'est pour moi» et ils étaient d'accord visiblement puisqu'ils m'ont pris. C'était un projet pilote, ils avaient encore jamais eu ça en village. L'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui représentait la fondation du Club Med. Donc le Club Med, c'est assez connu comme boîte, la fondation, non. C'est-à-dire que même que les clients qui sont dedans, dans le Club Med, depuis des dizaines d'années, savent pas que ça existe et l'idée, c'est de tisser des liens de solidarité entre les villages, les gens qui sont en village, donc les clients qui sont qui en gros représentent la ressource financière, les employés, les gentils organisateurs, gentils employés, selon les jargons de propre au Club Med, qui sont sur place, mais qui sont souvent, qui vivent dans les villages, dans les resorts et ben, les associations, présentes autour. Donc en France, par exemple, ils bossent beaucoup avec, l'association Les Petits Princes, qui cherche à réaliser des rêves d'enfants malades. Au Maroc, c'était plutôt aller vers des écoles ou des associations d'aide à l'enfance et voir ce qu'on pouvait faire, pour donner du matériel, collecter de l'argent, inviter les enfants dans les villages pour profiter des infrastructures. Et toi, tu as un lien avec Le Petit Prince aussi? Ouais. Ah celle-là, je m'y attendais pas. Le lien commence, en sixième quand je fais une fiche de lecture, que ma mère m'aide à l'écrire et que voilà, c'est un texte un peu long. Bon, je tombe amoureux du livre comme beaucoup de gens. Puis je me rends compte, à travers les voyages, que c'est un bouquin, je crois que je me demande si c'est pas le bouquin qui a été le plus traduit au monde, Le Petit Prince et bah, il a été traduit en Darija. Voilà, alors qu'on cherche souvent on se dit: «Non, bah, la Darija, c'est qu'une langue orale, elle n'existe pas à l'écrit, il y a pas de règles et cetera». Bah si, en fait, il y a quand même quelqu'un qui a traduit Le Petit Prince en Darija et donc avec mon professeur, on s'en est servi comme support, Ce qui est marquant avec toi, par rapport à beaucoup d'autres Français qui vivent ici, c'est que tu t'es intéressé à la langue, tu parles darija. Bon, je pense qu'on va beaucoup développer ça, mais comment c'est arrivé dans ton lien avec le Maroc? L'envie d'apprendre la langue? Moi, je me suis installé dans d'autres pays avant le Maroc, notamment, par exemple, en Belgique, mais chez les Flamands et là-bas, j'avais appris le néerlandais. Donc ça pour dire que à partir du moment où je m'installe quelque part sur la durée, pour moi, c'est essentiel d'apprendre, la langue, en fait, des gens. Sinon je m'intègre pas, quoi. Genre, je peux pas, enfin, il y a une barrière, voilà, qui est présente au début, c'est normal, mais que je vais jamais franchir, ça c'est pas possible. Et donc en arrivant au Maroc, voilà, j'avais plusieurs objectifs. Je voulais apprendre à mieux jouer de la guitare, apprendre un métier et apprendre l'arabe. Sauf qu'il y a plusieurs arabes au Maroc, ça je savais pas. Donc il m'a fallu d'abord, plusieurs mois pour comprendre, lesquels arabes étaient présents, comment ils étaient utilisés, lequel je voulais apprendre. Puis après, il y a eu le long parcours d'apprentissage, que je raconte dans le podcast, Trek Darija. Tu précises les langues parlées au Maroc? Ouais, alors il y a, au niveau de la constitution, déjà pour donner un repère un petit peu, il y a 2 langues qui sont reconnues officiellement, c'est, l'arabe classique, Fusha et le tamazight. Ensuite, dans la pratique, la langue maternelle de la majorité des Marocains, c'est la darija, donc qui est l'arabe marocain, grosso modo, il y a des ponts avec, l'arabe classique, il y a aussi des ponts avec la tamazight dans la structure grammaticale et puis il y a des mots qui sont empruntés à d'autres langues. Après, il y a l'héritage, colonial, donc le français est quand même très présent, notamment dans les milieux économiques. L'espagnol, surtout dans le nord du pays. Et puis, il y a la mondialisation. Donc maintenant, la nouvelle génération, c'est l'anglais. Faut peut-être préciser au niveau du tamazight qu'il est pas écrit, mais qu'il est parlé quand même par un bon tiers de la population. Ch Certains Marocains, c'est leur langue maternelle, mais c'est pas le même tamazight, selon les régions. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore d'autres langues, des chimères linguistiques, comme dirait Dominique Cobet, qui est une sociolinguiste, qui sont en train de d'éclore dans les stades, via les ultras, qui vont mélanger l'anglais, l'italien, l'espagnol, enfin voilà. Donc d'un point de vue langue, le Maroc est très, très riche? Hyper riche, hyper riche, donc très complexe. Et quand tu arrives, d'un pays comme la France où, alors bien sûr, il y a des langues comme le breton, le corse, le basque et cetera. Mais bon, entre la rue, la maison et l'école,
c'est la même langue qu'on apprend à lire, écrire, parler. Quand tu arrives dans un contexte comme le Maroc, sérieusement, au début, tu captes rien. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que tu as compris qu'il y avait parfois c'était, Tachlahit, parfois c'était Darija, parfois c'était l'arabe classique? Darija, même si je suis pas bilingue, 100 6 sur 6, j'ai un niveau suffisant pour pouvoir bosser, faire des interviews et cetera. À partir du moment où je me prépare, je bosse le champ lexical propre à au sujet que je vais traiter. Si c'est du Tachelhit, je comprends rien, donc je sais que c'est du Tachelhit. Si c'est de l'arabe classique, normalement, il y a des petits mots et cetera ou des tournures, qui me sont familières. Donc ouais, je peux à peu près reconnaître les langues. Je reviens sur ta première expérience. Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a duré, Ma première expérience. avec le Club Med? Ça a duré 3 ans. C'était prévu pour 1 année et puis ça a été prolongé à 2 reprises. Franchement, j'ai adoré cette expérience. Déjà un projet pilote, ça veut dire qu'il y a pas tellement d'attente en termes de résultats, c'est plus, fais de ton mieux. J'ai fait de mon mieux et donc j'ai pu tester pas mal de choses et puis il y avait ce côté, intriguant où je circulais entre plusieurs univers. La première année, par exemple, je portais l'uniforme des géos. L'uniforme des géos, c'est tous les jours. Il y a un code couleur par jour et tous les soirs aussi, il y a une tenue différente. Donc tu as 2 tenues par jour, 7 jours sur 7 et je portais cet uniforme-là, j'avais le badge, David, Géo Fondation, un truc comme ça. J'habitais pas au village, ça c'était la différence par rapport au géo, «classique» entre guillemets et donc j'étais un peu passerelle entre les clients, les géos et puis les associations à l'extérieur. Donc j'avais vraiment l'impression de circuler entre 3 univers, 3 planètes et ça j'adore. Ça c'était chouette et puis, ouais, essayer de faire des projets qui avaient du sens, c'est pas forcément les projets sur lesquels j'ai dépensé le plus d'énergie ou auxquels je croyais le plus qui ont le mieux marché. Mais il y en a un par exemple qui a eu un vrai impact, c'est le jour où le Club Med de Marrakech a changé 400 matelas et au début il y a eu des bisbilles en interne, parce qu'il y avait une partie des employés qui voulaient les racheter. Je connais pas tous les éléments, mais je sais que ils m'ont pas contacté direct pour faire une donation, mais à un moment, ils se sont rendus compte que les vendre, comment les vendre, à quel prix les vendre, et cetera, ça leur posait trop de problèmes et donc ils étaient pas mécontents de me dire: «Tiens David, viens nous débarrasser du sujet» et donc je me suis retrouvé à venir, à Marrakech là, il y avait 400 matelas qui étaient entreposés en extérieur. Il avait plu, donc il fallait les faire sécher. J'ai passé 2 jours à les mettre debout, pour pouvoir les faire sécher. 400 matelas. Il y avait des moments rigolos aussi où je sautais dedans, tu sais, comme dans les films, boum, boum, boum et puis ensuite, on en a donné plusieurs centaines à des orphelinats, une fois qu'ils ont été séchés, nettoyés, à des orphelinats, des Dar Talib et cetera et ça, c'était chouette. Et ces 3 premières années, c'était quoi ta vie dans le Marrakech? J'habitais à Daoudiette, quartier, donc juste en face de la Palmeraie. Je traversais l'Oued. Je faisais vraiment des trucs très différents. Il y avait des moments où j'allais, faire le géo, faire les crazy signs, donc ces danses un peu, chorégraphies qui rythment la journée, des clients et ensuite organiser un tournoi de poker ou une vente aux enchères, caritative, sans embêter trop les clients avec des thématiques de solidarité parce ils sont là pour se la couler douce, mais essayer de collecter un peu d'argent. Avec l'argent collecté, et peut-être le matériel collecté, emmener les géos découvrir un peu les écoles qui étaient juste à l'extérieur, parce que les géos, ils bossent 6 jours sur 7, ils connaissent pas ça. Ou bien les emmener dans les montagnes de l'Atlas, faire une mission sur une journée pour aller leur montrer les poêles à bois, qu'on avait, contribué à acheter et à installer dans des écoles. Par moments, c'était aller, sur les villages d'autres villages, à Agadir, à Gabo Negro ou au Sénégal et essayer d'installer la même chose en ayant, des relais sur place, donc des géos qui, en plus de leurs responsabilités de travail, de vie de village, acceptaient de consacrer un petit peu de temps à ça. Donc ouais, non, c'était super, comme mission, encore une fois très hétérogène, beaucoup de choses différentes sur plusieurs, territoires, beaucoup de choses à découvrir, encore une fois, peu de pression à partir du moment où moi je faisais mon mieux. Puis le poste a évolué. La première année, j'étais en uniforme, puis à la fin, j'étais habillé en civil, j'avais arrêté le côté, vraiment géo pur pour être plutôt sur,
faire un peu plus de communication, un peu plus de management et puis commencer à essayer de préparer la suite, vu que j'allais partir, en mettant en place des process et cetera. Ça a été quoi la suite, justement? Alors la suite, donc ma première année avec la fondation, j'étais à Marrakech. Les 2 années suivantes, j'étais basé à Agadir, mais tout en tournant. Et puis, il y a eu le moment où, on s'est dit: «Est-ce qu'on reste au Maroc?» Agadir, honnêtement, on s'ennuyait un peu. Le cadre est magnifique, hein, la mer, la montagne, mais, moi, ça me convenait pas en termes de vie sociale. Et puis, il y a eu un peu ce hasard où je m'étais fait une amie, rendu visite à Rabat, dans cette maison, en fait. Je suis venu dormir ici, dans cette maison, à l'époque, heu, Quelle année? mmh, 2018, probablement. Et puis ensuite, voilà, donc, je découvre Rabat, coup de cœur. Je me dis: «Ouais, il y a ça au Maroc?» Tu sais, le tramway, les ponts magnifiques, les la verdure, les arbres, c'est des choses que j'avais un peu oubliées, quoi, à Marrakech et Agadir. Et donc je me dis: «Bon, bah, ouais, voilà, c'est reparti». Et je suis arrivé comme ça à Rabat et puis pas dans la maison tout de suite, mais le jour où elle a été disponible, ben, sauter sur l'occasion. Là, il a fallu se réinventer un peu. J'étais plus dans ma phase d'exploration dont j'ai parlé tout à l'heure avec les métiers un petit peu au hasard. L'aventure avec le Club Med était terminée et voilà, bah, je me suis retrouvé, à peine arrivé à Rabat, un peu par le jeu du réseau à être consultant sur une campagne électorale pour un maire, le maire de la commune d'Al Hoceima, enfin de la ville d'Al Hoceima, Mohamed Boudra à l'époque, je sais pas s'il est toujours maire et qui était membre de l'association marocaine des présidents de conseils, communaux, qui elle-même était, membre de l'association CGLU, Cités et gouvernements locaux unis, qui est une association internationale. Disons, c'est comme si c'était l'ONU, mais pas à l'échelle des pays, à l'échelle des villes. Et il y avait l'élection du maire du monde, donc du président de CGLU. Monsieur Boudra était candidat et moi j'étais dans son équipe de campagne, je me suis retrouvé là par hasard. Il a gagné et voilà, c'était une mission de 3 mois et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je pouvais faire ce métier, et puis, il y avait des gens qui pouvaient trouver intéressant de m'embaucher. Donc j'ai commencé à mettre le pied dans le consultant, médias et communication et c'est quelque chose que je continue encore maintenant. Petite pause et ce sera la dernière fois que j'en parle ici. Le week-end du 10 et 11 janvier 2026, on se retrouve à Marrakech pour la troisième masterclass Objectif Maroc. Il reste encore quelques places, les dernières au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez participer. Et si votre objectif est de faire de 2026 votre année d'installation au Maroc, vous pouvez aussi réserver un appel découverte de 30 minutes avec Omar. Vous lui présentez votre situation et on verra ensemble comment on peut vous aider à atteindre votre objectif. Le lien se trouve aussi dans la description et dans les commentaires. Ça consiste en quoi exactement? Bah, déjà répondre à des appels d'offres, à des appels à candidature, développer un réseau. Les missions sont très variées parce que tu peux avoir quelque chose, de la couverture journalistique. Il y a un événement, il faut faire des interviews. Tu peux avoir, du média training où là, par exemple, va y avoir une vingtaine de cadres, d'une organisation internationale, et on va parler de leur relation avec les médias, leur présenter le point de vue du journaliste lorsqu'il prépare son interview et comment eux se préparer à délivrer un message. Il peut y avoir, juste de l'écriture en fait, rédiger une campagne, pas une campagne, une stratégie de communication, donc c'est assez varié. Toute cette période, tu étais installé à Rabat alors? Ouais, 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 depuis le 2019 maintenant, ça va, ouais. Et pour l'anecdote, là, on est en novembre, 2025. Je suis arrivé à Marrakech, en novembre 2015. Ça fait 10 ans. Waouh, on est synchro là. Ouais, 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 joli timing, de vivre et entreprendre au Maroc. Ce sera bien pour le titre Ah, on verra, éventuellement. parce que j'ai des suggestions. Tu imagines, je suis journaliste, j'y ai pensé. C'est quoi tes suggestions? Je me dis que le mot Darija peut être un mot-clé, intéressant à avoir, ouais. Alors faut voir 10 ans, Darija, comment faire jouer ça ensemble. Bah, on y vient si tu veux. OK, S c'est toi qui décides. oui, bah, raconte-nous le process pour apprendre le déjà on dit le ou la darija? C'est toujours, Moi, je dis la Darija. ouais, Alors, voilà, je s'il y en a qui disent le, personnellement, ça me choque pas, mais, et on dit darijophone. darijophone. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai dû corriger dans le podcast. Au début, j'avais dit darijaphone, tu vois? Non, c'est darijophone. Pourquoi?
Bah, on dit francophone, on dit anglophone, darijophone, voilà. Comment tu t'es retrouvé à être darijophone? Beh, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, à partir du moment où tu arrives dans un pays, tu t'installes, tu te prends un mur. Bon, à moins que tu parles déjà la langue du pays, mais sinon tu te prends un mur. Je suis resté, 1 an chez les Flamands, j'avais déjà appris le néerlandais, donc c'était pas possible, de rester aussi longtemps au Maroc sans apprendre la langue. Je me suis pris le mur, encore, encore et encore. Il s'avère que la darija, moi j'ai appris l'anglais, l'espagnol, le néerlandais. J'adore les langues étrangères parce que ça permet de tisser des liens avec plus de gens et tisser des liens plus facilement en fait parce que tu parles avec là. Il y a une phrase qui dit quand tu parles avec, dans une langue, c'est quoi? Je sais plus la phrase, je sais plus, faudra vérifier, mais si tu parles avec quelqu'un dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, tu parles avec sa tête. Si tu parles avec sa langue maternelle, tu parles avec son cœur. La différence est réelle. Tu l'as senti? Ouais, à chaque fois, hein. Et donc, je voulais parler avec le cœur des Marocains, mais la darija, ça a été la langue la plus difficile à apprendre pour moi. Pas parce qu'elle est difficile en elle-même, mais par rapport au contexte. Elle n'est pas reconnue officiellement. Donc ça veut dire que les Marocains eux-mêmes l'étudient pas. Les Marocains n'étudient pas la darija. Ils l'ont jamais appris à l'école, ils se sont jamais assis avec un cahier, un crayon, ce que moi j'ai toujours fait pour apprendre une langue, tu vois? Non, ils l'ont reçu en héritage, de leur famille, de leurs amis. Et donc ça veut dire que tu dois créer un chemin qui n'existe pas, en fait. Le chemin de l'apprentissage au crayon et au papier, il n'existe pas. Alors tu peux suivre le chemin des Marocains en faisant un apprentissage en immersion totale. C'est une possibilité, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais ça implique, voilà, de te dire, «Bon, ben, allez, je plaque tout et mon activité et cetera et je vais dans un endroit où il y a aucun locuteur francophone et voilà et j'y passe 6 mois et ça va le faire». Mais bon, c'est une démarche, si tu es déjà à la fondation Club Med ou que tu as autre chose à tu vois, que tu as des engagements ou bon et donc sinon, il faut créer le chemin du papier et du crayon. Beaucoup de gens le font, hein, c'est possible, mais on comprend bien que ça prend du temps. Parce que si tu veux trouver des méthodes de Darija, bah, c'est complexe et puis entre elles, comme la Darija n'est pas codifiée, qu'elle a pas été, voilà, il y a pas un organisme, Darija Maroc officiel qui a dit: «C'est comme ça qu'on écrit la Darija» et bah, résultat, tous les gens qui ont pris le temps de rédiger une méthode en Darija, ils l'ont fait à leur sauce et donc quand ils ont utilisé des phonèmes, enfin des symboles pour remplacer les phonèmes, le kha, le ha, qui n'existent pas dans d'autres langues et bah, ils ont chacun pris leur symbole et donc si tu achètes plusieurs méthodes, tu vas te retrouver avec plusieurs symboles pour les mêmes phonèmes. Enfin bon, complexité et il y a même des Marocains qui te disent: «N'apprends pas la Darija, ça ne sert à rien». Ça, je l'ai entendu. Donc tous ces petits obstacles cumulés font que, pour moi, dans mon expérience, ça a été la langue la plus difficile à apprendre. Quand ils te disent ça, ce serait qu'elle serait sous-estimée? C'est quoi le Bah, il faudrait demander, aux aux gens qui le disent, quoi. Pourquoi ils le disent? Bon, il y a dans certains cadres, il y a une forme de mépris pour la darija. J'ai déjà entendu dans une vidéo sur YouTube, je sais plus laquelle, que c'est pas forcément quelqu'un qui le pensait, mais il en témoignait, ce serait la langue des pauvres. Pour d'autres, il y a simplement cette idée, que voilà, tu sais pas si tu vas rester au Maroc. En tout cas, si tu apprends l'arabe classique, tu pourras parler avec tous les pays, du monde arabo-musulman. Bon, ce qui est un argument légitime, sauf que tu pourras pas parler au Maroc. Donc apprends une langue au Maroc sans pouvoir la parler au quotidien, il y a une sorte de situation kafkaïenne là, au début, il faut s'en débarrasser, quoi. toi, justement, c'est pour ça que tu as choisi la darija et pas l'arabe classique? Moi, je voulais parler avec mes voisins, Avec l'épicier? avec l'épicier, bien sûr, en fait, c'est pas si compliqué. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de Français, tu sais, on a cette image des Français qui n'apprennent pas la darija. Moi, depuis que j'ai fait mon podcast, que j'ai interviewé des gens sur cette thématique et j'ai même commencé à donner un petit peu des cours pour me tester moi-même, voir si c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de Français qui ont essayé et qui ont abandonné. Parce que, non pas la langue qui serait trop compliquée, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, le contexte fait que ils ont appris à parler avec le taxi, à négocier au marché, ils sont contents, mais ensuite, ils arrivent pas à, trouver des occasions de pratiquer. Même quand ils font des cours, ce que je dirais la partie bâton, bah, ils ont pas la carotte de pouvoir pratiquer parce que dès qu'ils se retrouvent dans un milieu professionnel ou social, les Marocains qu'ils côtoient, qui sont leurs amis, switchent
ils parlent français et donc ils arrivent pas à trouver c'est compliqué, hein, de trouver cette occasion de pratiquer chaque semaine. C'est quelque chose que j'ai dit quand j'ai commencé à donner des cours, parce que j'ai arrêté pour l'instant. La motivation est évidemment essentielle, mais il faut, avant d'avoir commencé à prendre les cours, d'avoir identifié une situation dans laquelle tu vas pouvoir pratiquer régulièrement la darija avec quelqu'un. Imaginons que aucun Marocain parle français ni anglais. La situation serait différente alors. Ah, on serait pas au Maroc. Mais oui, oui, la situation serait différente. Oui, c'est d'ailleurs ce que vivent les Américains. Alors, les Américains ne parlent pas français, en général. Beaucoup de Marocains ne parlent pas anglais. C'est en train de changer avec la nouvelle génération. Mais donc les Américains qui viennent au Maroc sont beaucoup plus enclins à apprendre la darija et les Marocains qui les côtoient et qui parlent pas anglais, bah, ne switchent pas en français. Donc quelque part, tu vois, je pense pas que le fait qu'il y a cette réputation aussi que les Américains parlent beaucoup plus darija que les Français. Bon, je suis pas là pour juger les gens et cetera, mais je pense que c'est pas c'est moins dû, c'est mon opinion personnelle, c'est moins dû à une question de motivation qu'à une question de contexte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité d'apprendre que d'autres? Parce que moi, j'ai cette croyance-là. Mais Alors, tu l'as dit en fait, c'est une croyance. ouais, Il y a des gens qui ont la croyance qu'ils sont pas bons en langue et ça, on a tous des croyances limitantes. mmh, Là, on est en train de switcher, on c'est plus le même sujet. J'ai rencontré un copain enfin non, j'ai un copain et on a parlé il y a pas longtemps de guitare. Le gars adore la guitare, il joue depuis longtemps. Il a une croyance limitante qu'il peut pas jouer l'accord de fa. Alors, pour ceux qui sont pas, musiciens ou guitaristes, voilà, l'accord de fa, c'est comme si tu disais dans une cuisine, «Moi, je ne peux pas utiliser une cuillère». Il y a des moments, c'est limitant. Pour manger ta soupe, tu vois, la fourchette et le couteau, ça passe pas. Et ben, lui, il cherche des musiques sans accord de fa. Il a cette croyance limitante, alors que c'est pas si compliqué, c'est juste une question de pratique. Et ben, les langues, c'est pareil. Je pense que les langues, c'est pas comme l'histoire ou les mathématiques où, tu peux te poser devant ton cahier, de cours, tout seul, et tu peux bosser, bosser et tu vas progresser. Les langues, il faut faire ça et il faut pratiquer. Pratiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es pas bon dans un domaine, mais que tu vas quand même, face à des gens que tu connais pas, utiliser ce que tu sais faire dans ce domaine. Donc tu te mets dans une position de vulnérabilité consciemment. Bah, ça, il y a des gens qui refusent de le faire. Ils sont pas à l'aise, ils ont pas la confiance, dans l'espace public pour le faire. Donc pour apprendre une langue, il faut accepter de s'exposer aux moqueries, pas juste dans la classe, mais dans l'espace public. Et pour beaucoup de gens, ça, c'est pas possible. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait d'abord retravailler le truc. Mais pour moi, c'est pas une question des gens qui sont bons en langue ou les gens qui sont pas bons en langue. C'est les gens qui sont à l'aise pour se vautrer en public ou pas. c'est vrai quand au début, quand tu essayes de parler, les gens vont te reprendre, te dire: «Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça» Ouais, et c'est vrai que ça peut bloquer, bah ouais, de pas continuer. bien sûr, c'est humain. Il y en a qui vont te reprendre, il y en a qui vont t'encourager. Moi, la guitare, j'ai un copain, je lui en veux encore. Quand j'ai commencé, il m'a dit que j'étais nul. Et dans les langues, c'est pareil. Il y a des gens qui vont te dire, qui vont te faire sentir nul, des gens qui c'est l'inverse. Il faut aller au-delà de ça, quoi. Et le blocage par rapport à certains sons qu'un palais français ou belge n'a pas par défaut, en tout Ouais, cas francophone, qu'il y a ça dans la langue ici, ça bloque aussi. ouais, un peu, ouais, mais bon, c'est pas insurmontable, loin de là. C'est la pratique aussi ça? C'est de la pratique. Beaucoup de gens l'ont fait, qu'ils soient français, américains, chinois, en fait, des gens avec des langues très différentes l'ont tous fait, donc c'est faisable. Et puis finalement, une fois que que tu as appris à construire une phrase, même si ton phonème, ton «tra» là, n'est pas parfait, bah, c'est l'accent, en fait. Tu sais, c'est comme quand, voilà, on est tous les 2 francophones, toi tu es belge, moi je suis français. On a tous entendu nos notre langue parlée avec des accents différents, ça n'empêche pas de comprendre. Est-ce qu'il faudrait vraiment que ce soit ton objectif numéro un ou ça peut être un sous-objectif et réussir à apprendre d'après toi? Objectif numéro un, non, parce que ça sous-entend que tu dois tout mettre de côté. Donc c'était la formule immersion dont on parlait tout à l'heure. Non, je pense que c'est plutôt, il faudrait davantage accompagner sur le cadre. Encore une fois, il y a
plein de gens qui sont motivés pour apprendre la darija. Plein de Français, plein de MRE, qui sont dans une optique de venir, vivre au Maroc, renouer avec leurs traditions, mais qui ont grandi dans un contexte non darijophone. Il y a des millions, en fait, de gens qui veulent, apprendre ou améliorer leur darija et non, il y a pas besoin que ce soit ton objectif numéro un. En revanche, si tu as pas de base au début, comme c'était mon cas, je pense qu'il faut vraiment identifier le fait qu'il y a par rapport à d'autres langues, il y a une difficulté liée à la question de la pratique et donc il faut intégrer ça et réfléchir à des solutions. Dans mon cas, la solution, ça a été, un copain, Rachid, qui était prof, enfin qui est prof d'italien. Maintenant je dis «était» parce qu'il maintenant il travaille le cuir et puis voilà, on était potes depuis longtemps, quasiment voisins. Cette proximité géographique aussi a rendu les choses faciles et à un moment, je lui ai dit: «Écoute, file-moi des cours de darija, tu rien à préparer. Moi, je te file un petit billet, moins que ce que toucherait un prof, mais tu rien à préparer, donc c'est tranquille. Juste le thé, quand j'arrive, il est chaud et c'est moi, quand je viens chez toi, qui te dis, voilà, je viens d'intégrer le média El Botola, je vais bosser, avec, des collègues sur le foot, le sport, j'ai besoin d'avoir ce champ lexical. J'ai besoin de postuler à des tafs, donc j'ai besoin d'apprendre à me présenter. Ahmed Qadar Atendek, Ana Sahafi, كنكتب مقالات et cetera et cetera. Ou bien je vais besoin de faire une interview pour mon podcast Zanka, avec des gens qui travaillent, comme faux guides. Aide-moi à préparer des questions là-dessus. Donc tu arrives en sachant ce que tu as besoin de préparer. Les podcasts aussi d'ailleurs, mais bon ça c'est un autre sujet. Les podcasts ont été une motivation et une carotte énorme pour apprendre la darija. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé là-dedans, sachant que moi j'étais journaliste de presse écrite à la base. Il faut une carotte, il faut que tu saches comment tu vas utiliser la darija ou avec qui tu vas parler. Avec qui tu vas parler? Quels sont les gens avec qui tu ne peux pas parler pour l'instant? Parce que c'est le cas et ça va t'aider à le faire. Donc la motivation, les gens l'ont déjà. La situation pour pratiquer, donc moi c'est ce que j'appellerais, il faut trouver leur Rachid et la carotte derrière où ils savent que parce que les Marocains, une fois que tu parles avec eux darija, mais le la récompense, elle est immédiate. Quel que soit peut-être disons que tu peux être débutant 1, débutant 2, intermédiaire 1, 2. La récompense dès le débutant 1, ils sont là: «Ah mais toi tu es marocain». Combien de fois j'ai entendu ça? «Toi tu es marocain juste parce que je parle darija ou parce que je mange, Koraïne». Ça marche aussi. Et même entre un Français qui va s'adresser à un Marocain en lui disant bonjour et un qui va lui dire salam alaikum, le visage va changer et je le Ouais, vois, bien tu vois? sûr. Mais dans tous les pays du monde, en fait. Sauf que là, la récompense est encore plus forte parce que les Marocains, eux-mêmes n'ont pas vraiment, bon, c'est ma perception, n'ont pas forcément intégré l'importance que revêt la darija dans leur quotidien. Il y a des Marocains qui te disent: «C'est pas une langue, c'est un dialecte». Alors ça, c'est un débat à trancher par, soit les linguistes, soit les politiques, parce que c'est ceux qui peuvent prendre ce genre de décision. Mais derrière cette idée que c'est un dialecte et que c'est pas une langue, bah, ça veut dire que elle vaut moins, en fait. Alors qu'elle est tout aussi importante dans l'intégration, dans le quotidien, dans l'expression poétique. Les rappeurs les rappeurs qui sont si importants, dans la culture marocaine et qui parlent aux jeunes, qui parlent à la population, qui s'exportent, El Grande Toto, ils écrivent en darija, ils parlent en darija. Je sais plus où est-ce qu'on en était. Ce qui m'avait frappé, c'est le visage qui change Le visage qui change, ouais. même quand tu dis quelques mots et Ouais. pour eux, c'est vrai, ça change leur perception de Alors, toi. donc le visage change, donc c'est le sourire, c'est ça qui apparaît. Ouais. Essaye, parce que moi un truc que j'ai adoré faire pour apprendre la langue, c'est apprendre des proverbes. Matal shabi, des dictons. Par exemple, il y en a un, "Lizin zin, wacha yidoush ben altnin atnin". Donc littéralement, celui qui est beau restera beau, peu importe, qu'il prenne une douche ou pas, tous les jours. Ça, tu le cases à un moment comme ça, genre, sans forcément avoir une connaissance, 100 du marocain, mais juste en apprenant des proverbes et au début, franchement, je les calais, dans les conversations de façon complètement inopportune. Ce qui crée déjà une situation, rigolote. Mais si en plus tu arrives, à mesure que tu comprends le contexte de la Dans le bon conversation, à le contexte, lâcher dans le bon timing, mais là c'est plus un sourire, là c'est des éclats de rire. il y a un effet waouh! Oui et puis il y a surtout
C'est quoi ce Gaori là qui vient de sortir une expression hyper idiomatique alors que tout à l'heure quand je l'ai testé en Darija, il avait l'air encore balbutiant. Tu vois, ça crée des situations et donc oui, c'est génial. Donc là, j'ai mon petit, Darija is the new flex, mon petit calepin que j'ai depuis 2015 là. Donc on va aller à la page, ma page Chabi. Parce qu'il y a beaucoup de proverbes et d'humour Ah. ici. L'humour. Les Marocains sont drôles et donc c'est ça aussi, dès que tu passes ce mur, tu commences à comprendre les blagues et les proverbes. Alors, qu'est-ce que j'aime bien? On va commencer par un truc, harak karak. Je l'ai Je vais pas te le traduire, tu iras chercher. Hem, ah celle-là je l'aime bien aussi. Ça c'est mon prof qui me l'avait donné. La yatek teyarat teyarek. Que Dieu te donne un avion pour que tu décolles et que tu t'en ailles, quoi. Ça, c'est genre en mode les gens en ont marre de toi. Aussi quand il y a une conversation, vous avez commencé à aller dedans et puis tu te rends compte qu'en fait c'est trop compliqué ou tu veux changer de sujet, Khalid Dakshmer Arragad. Ça c'est laisse ce chameau assis, l'embête pas et on passe à autre chose. Tu as vu? C'est genre il après il y en a une qu'on connaît déjà en français, l'aql salim fil jism salim, un esprit sain dans un corps sain et donc c'est en plus, c'est vachement utile pour apprendre la langue parce que tu retiens plus facilement une phrase si elle t'a fait rire et qu'il y a une image dans ta tête de mouche qui rentre dans une bouche et cetera, et qu'en plus tu as la carotte de pouvoir l'utiliser dans une conversation donc ouais, ça c'est un petit tips que je donne volontiers à ceux qui voudraient apprendre la darija. Et il y a beaucoup d'images, d'animaux, de Ouais, symboles. ouais, très présent, ouais. Ça, c'est lié au Coran, je crois aussi. Dès le Coran, il y a c'est pas les mêmes animaux que dans la Bible, mais il y a beaucoup d'animaux qui sont présents et puis dans les contes populaires aussi, Les ânes. Amazigh, oui, bien sûr. Alors, on revient sur l'humour aussi. Tu t'en es rendu compte que les Marocains sont drôles et font tout le temps des blagues. Ah ouais, très vite, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, pour le coup, je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, je me suis installé dans plusieurs pays. Moi, bon, je l'ai compris après, mais je cherchais un endroit pour m'installer. En fait, j'aime mon pays, mais j'avais pas envie d'y vivre. Ça changera probablement, j'y retournerai, mais j'avais envie de vivre ailleurs. J'avais envie de ouais, de découvrir d'autres cultures, d'autres langues, de voyager, mais sans la notion de déplacement. De voyager en m'installant dans des endroits, en travaillant avec des gens, que je connais pas et à travers, ouais, d'apprendre à mieux me connaître aussi de cette façon. Donc je me suis réinstallé dans différents pays, mais le Maroc, j'y suis resté et une des raisons pour lesquelles je suis resté, c'est l'humour. Ça m'a séduit, l'humour, le rythme de vie, une forme de nonchalance, la poésie. Le fait qu'il y ait des codes couleurs, pour les taxis, pour les villes, ça c'est quelque chose aussi de très très poétique, je trouve, ouais. Est-ce que le Maroc t'a permis de mieux te connaître? Ouais, bah, déjà, alors le premier truc qui me vient en tête, c'est pas forcément mieux me connaître, mais c'est peut-être d'évoluer en termes d'humilité. Quand tu es français et que tu arrives dans un pays, qui a un passé colonial avec la France, bah, ça pose plein de questions et si tu es dans une démarche d'intégration où tu apprends la darija, et bah, après tu parles avec les Marocains et donc tu te rends compte que, bah, ton imaginaire, a été nourri de ouais, d'images, d'héritages et cetera et qu'il faut les repenser, les retravailler et puis qu'en face de toi, il y a des émotions aussi liées à l'héritage colonial, encore une fois et que ces émotions, ben, toujours dans une démarche d'intégration, de respect, bah, il faut les reconnaître. Donc ça m'a fait grandir. Après j'étais pas tu vois, j'avais déjà pas mal voyagé, je m'étais déjà installé dans différents endroits, donc j'avais déjà pris des claques, tu vois, avant de venir au Maroc, donc voilà. Tu peux nous dire où tu as voyagé et d'où tu viens aussi? L'origine. Je m'appelle David Ledoiré, j'ai grandi en banlieue parisienne, mais je suis breton. Mes parents, mes grands-parents, tout le monde est breton et où est-ce que j'ai voyagé? Donc au sens vivre quelque part, donc j'ai vécu 2 ans en Belgique et j'ai vécu 1 an, en Asie, entre la Corée et Singapour, la Corée du Sud et puis ensuite j'ai voyagé dans d'autres pays, souvent seul.
en Amérique latine et puis, un peu au Moyen-Orient aussi Et maintenant le Maroc, et maintenant je suis dans un voyage qui dure depuis 10 ans, quoi. tu l'arrêtes plus Hein? et tu as des attaches ici maintenant? Bah, bien sûr, ouais, ouais, ma vie, elle est là, hein. Mon cercle d'amis, ma famille, ouais. Ça s'est fait naturellement, j'imagine? Ou tu as posé cette intention? Je suis pas venu au Maroc en me disant: «Je vais rester». Je suis venu comme j'étais arrivé dans d'autres pays en me disant, «Yallah, découvrons tout ce qu'il y a à découvrir, puis on verra». Mon premier ami marocain, ça m'a mis du temps. Je pense que ça m'a mis en fait, c'est quand je suis arrivé à Rabat. Alors je parle pas de copains, hein, je parle pas de gens avec qui tu passes du bon temps. Je parle d'un vrai ami et ça m'a quand même donc tu vois, j'arrive au Maroc en 2015, j'arrive à Rabat en 2019-2020, donc ça a mis du temps et j'avais pas prévu de m'installer ici et d'y vivre 10 ans, pas du tout. Ça s'est fait, ouais, ça s'est fait naturellement comme tu disais, ouais. Ça revient souvent quand je parle avec des étrangers, c'est le fait que ce soit compliqué d'avoir une vraie relation d'amitié avec un Marocain ou une Marocaine. Ah ouais? Toi, tu dis que ça a pris du temps. Tu as des petits conseils par rapport à ça? Alors moi je pense que c'est compliqué, dans beaucoup de pays, hein. Voilà, ouais. Et avec la langue, peut-être que ça Bah, il y a la ça ajoute un truc? langue, et puis, dire en Corée, voilà, j'avais commencé à me faire des copains aussi, mais il y a de tels gaps culturels, il y a, la langue, il y a parfois un héritage, entre de relations entre les pays, enfin, bon, il y a des gens avec qui ça se passe très vite, des gens avec qui enfin, je sais pas, justement le puisque alors je vais commencer à te poser des questions là, c'est le naturel revient au galop, mais, est-ce qu'il y avait une explication qui ou genre un thème commun qui expliquait pourquoi les gens ont du mal prennent du temps à se faire des amis au Maroc, dans tes interviews? J'ai pas une explication, mais ça revient régulièrement qu'il y a une difficulté de nouer un vrai lien d'amitié avec des gens du pays. OK, Donc oui, on a plein de relations, plein de contacts, mais ça tu vois, le lien profond d'une vraie amitié, parfois ça manque. c'est intéressant, tu vois? Genre, ça pourrait même faire un article de reportage assez intime comme ou de podcast assez intime comme sujet. Peut-être qu'on peut rapprocher ça. Bon, c'est mon biais à moi de rapprocher ça à la question de l'intégration, quoi. Genre, si tu pas dans une démarche d'intégration, il y a quand même c'est moins propice à se faire des amis, hein. Je sais pas, je me rends pas compte. Ça se trouve, c'est lié aussi, c'est le hasard des interviews que tu as fait et en fait, je sais pas. Je connais Des fois, il y a un peu du hasard aussi, des gens que tu rencontres ouais. heu, chaque humain est différent. Tu vas accrocher plus avec certains, d'autres, enfin c'est un peu, varié donc c'est complexe comme sujet, ouais. Alors, je vais faire le relou parce que je disais que je savais pas, mais, je suis pas convaincu par la question du hasard. Faut Ouais. avoir envie, en fait, quand même. En fait, il y a peut-être ça déjà, faut avoir envie, donc on revient à la question de l'intégration. Faut se lancer. Moi, mon pote là, ça c'est dans le podcast Trek d'Arija. Je raconte comment ça c'est lui qui raconte. Abdallah, il s'appelle. On vivait dans le même immeuble et puis c'était au moment du confinement, donc on passait beaucoup de temps dans l'immeuble. Puis on se croise en bas là, à un moment, on venait respirer, genre ouvrir la porte, prendre un bol d'air frais de la rue, tu sais? Et puis, retourner s'enfermer. Et je sais plus exactement comment je formule les choses. Il est en train de parler avec le gardien, je le salue évidemment et bon la légende raconte que je lui ai dit: «Ça te dirait pas de m'inviter à prendre le thé chez toi?» Lui, ce qu'il raconte, c'est genre: «Mais qu'est-ce qu'il me veut là, celui-là?» Mais donc tu vois, il y a eu cette démarche. C'est en fait, il y avait le hasard qu'on se retrouve en train de parler avec le gardien en bas de l'immeuble, au même moment, mais il y avait faire le premier pas aussi, tu vois? Et je me souviens plus des autres, mais il est probable que j'en ai fait d'autres, des premiers pas, qui ont pas marché. Il y a aussi le fait qu'une relation se nourrit Ouais, et il bien faut la sûr. nourrir, Ouais, l'entretenir, sinon elle peut mourir très rapidement, ouais, ça c'est si cruel. tu es dans la posture: «OK, je me fais pas d'amis, je suis seul». Ouais, est-ce que tu nourris aussi les relations qui viennent vers toi, ouais? Est-ce que tu les entretiens? Quand tu sens que c'est une personne avec qui tu as des affinités, Ouais.
Bah, j'ai du mal parfois avec le statut de un peu victime ou passif. Attends, on parle toujours d'amitié là? Ouais, dans le sens où, ouais, j'ai pas d'amis et c'est un peu fataliste, tu vois? Ah! Mais est-ce que tu as essayé de Oui, nourrir des relations, tu ouais, vois? C'est ça que je veux dire. d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu sors? Est-ce que tu souvent, je trouve que c'est lié à faire ce que t'aimes. Quand tu fais ce que t'aimes, tu irradies quelque chose qui attire les gens. Voilà et donc c'est plus facile de faire des rencontres et de se faire des amis. Justement, ce petit cahier, en quoi il t'a aidé, il t'a accompagné dans ce processus d'apprentissage? Eh bien, c'est ce que je disais, ce que j'évoquais tout à l'heure, moi je suis pas rentré dans une démarche d'immersion totale. Donc j'ai emprunté la méthode que je connaissais, que j'avais utilisée pour d'autres langues, papier, crayon et autre chose évidemment, regarder des séries, sous-titrées, voir si je peux trouver enfin voilà, n'importe quel type de support qui peut m'accompagner. Mais ouais, de la méthode papier crayon et en quoi ça m'a aidé? Bah, ça permet Tu y retournes dedans? ah oui, non mais dès que en fait, je continue à prendre des cours de Darija d'ailleurs. Maintenant mon objectif c'est d'arriver à comprendre les vidéos de créateurs de contenu ou d'influenceurs sur YouTube qui parlent de sujets de société et donc qui utilisent la Laura Wasita, qui est un mélange qu'on pourrait présenter comme de la Darija soutenue et qui est un mélange en fait entre la Darija et le rap classique. De toute façon, il y a c'est comme tout le monde, hein, genre pour bosser, ouais, tu fais ta leçon, ensuite, tu écris ce que tu as appris dans ton cahier, puis tu relis ton cahier, tu révises tes leçons, enfin la base, quoi. Et qu'est-ce que la langue t'a appris du Maroc que tu n'aurais pas pu apprendre sans parler de Darija? «Emcha al tren Alia». Donc ça veut dire: «Le train m'a raté». Donc c'est une phrase qui a une structure passive. Nous, en France, par exemple, on dirait, spontanément: «J'ai raté le train». Structure active et ça te dit déjà beaucoup de choses, sur, la façon d'aborder le monde. Alors bon, c'est pas mon sujet, hein, je suis pas un expert, mais on peut tirer des liens en disant que, bah, voilà, il y a dans la culture musulmane alors là, attention, vraiment j'y vais tout doucement parce que c'est pas mon centre d'expertise, mais il y a cette idée qu'on accepte davantage, c'est le mektoub, le fait que le destin soit écrit par une force supérieure et donc tout ne dépend pas de toi. Alors, d'après ma compréhension du Inch'Allah, c'est que tu fais de ton mieux, mais tu reconnais que tout ne dépend pas de toi et donc tu anticipes le fait que si ça ne marche pas, c'est pas si grave. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs, une forme de laisser aller, genre, de pas être dans le alors que ouais, dans une forme parfois de nonchalance, alors que dans la culture dans laquelle j'ai grandi, il y a ce côté, il faut faire des projets, il faut que les projets marchent et si ça marche pas, c'est ta faute. Donc, si c'est ta faute et que ça marche pas, bah, tu tombes en dépression. Donc voilà, en fait, à la simplement à partir de la construction d'une phrase, tu peux comprendre, des schémas de pensée, des ouais, un imaginaire collectif, des différences entre des peuples, Il y a eu d'autres ouvertures que la langue a permis dans ton quotidien et ton histoire liée au Maroc? bien sûr. Le fait de me sentir intégré dans mon quartier, mes voisins, sont pas du tout francophones par principe, systématiquement et bah, le fait quand je rentre chez moi, de taper un tchèque avec Moul Hanout, de discuter avec le voisin d'en face, comment ça va la famille, les enfants, «Tiens, pourquoi tu as installé une caméra là? Est-ce qu'elle me filme?» Enfin, des sujets un peu banals, hein, tu vois? Genre sans grand intérêt, mais qui font le sel du quotidien et puis quand tu rentres chez toi, simplement de me dire, parce que tu tisses un lien, en fait. Tu tisses un lien et donc il y a parfois, c'est simplement, «Hey!» un sourire et rentrer chez toi et être accueilli avant même d'avoir franchi le seuil de ta porte par un sourire, lié au quartier, ça fait du bien, quoi. Côté professionnel aussi, ça m'a beaucoup apporté parce que,
Parce que les gens, on l'a déjà dit, mais les gens valorisent, une démarche d'intégration, une démarche de remise en question, une démarche de curiosité. Si tu veux faire un podcast et que tu veux, comme c'est le cas de Zanka, non pas parler toi-même, mais donner la parole à des gens qu'on entend peu, bah, tu vas pas aller parler à l'élite francophone. Tu vas aller parler aux gens du quotidien, que tu croises au quotidien, mais que tu ne connais pas, que tu écoutes peu, que tu comprends encore moins bien. Faut leur parler en darija. Donc si tu veux faire ce projet-là, enfin voilà, oui, ça ouais, à plein des égards, ça a changé ma vie et au Maroc, et je suis resté au Maroc en me disant: «J'apprends darija», et le fait de parler darija a ancré ma décision de rester au Maroc. Ouais, c'est très lié. Justement, tu veux nous parler de ces projets qui sont passés, les nouveaux, les en cours? Il y a cette activité de consultant qui se met en place petit à petit, consultant médias, communication, relire des rapports, enfin on a déjà fait tout à l'heure l'éventail des missions qui sont concernées. Il y a le travail de prof aussi, que je fais depuis 2 ans maintenant, que j'adore. Prof, journalisme, médias, communication, voilà, c'est lié. Et puis il y a le travail de journaliste, et de projet. Et donc là, il y a une rencontre avec, Nizar Lahajali, un copain, vidéaste, photographe, slaoui, donc qui lui aussi, vient d'un univers très différent parce qu'il connaît bien Rabat, mais il habite à Salé, et il y a une relation conflictuelle, riche, et qui remonte à longtemps entre ces 2 villes, et qui a évolué avec le temps. Puisqu'au début, c'était, d'un côté les vrais pratiquants de l'islam, côté salé, qui critiquaient l'Herbati, qui était un petit peu, qui avait un héritage aussi andalou, puisqu'ils avaient une partie d'Herbati avait fui l'Espagne au moment de la Reconquista. Donc tu vois, c'était pas la même pratique de l'islam. Donc les Slaouis leur disaient: «Mais vous, vous savez pas prier, vous êtes des mécréants». Et puis les Rbati rigolaient en disant: «Mais, c'est la course au moment de la prière, les portes de la ville de Salé, tu peux plus passer». Voilà, ça se moquait, gentiment l'un de l'autre. Puis aujourd'hui, on voit que ces moqueries, ouais, cette dichotomie entre les 2 villes persiste avec, d'un côté la Rabat, ville lumière, capitale culturelle, vitrine et cetera. Salé, ville dortoir, insécurité, démographie, qui a explosé, et cetera. En fait, il y a énormément de choses à raconter, et moi, c'est mon territoire. Et en fait, moi, je suis pas un journaliste reporter de guerre, je suis pas un journaliste tellement d'investigation, même si ça m'intéresse, je suis un journaliste local. Je suis un tisseur de liens avec mes voisins, avec les gens du quartier et puis des autres quartiers, et cetera. Et donc avec Nizar, pour rattraper le fil de l'histoire, qui est Slaoui, on s'est dit: «Mais attends, pourquoi ne pas créer un média local?» Parce que ça existe pas au Maroc. Et moi, j'ai commencé le journalisme dans des médias locaux. Encore une fois, j'adore ça, et ça a énormément de valeur sur le fait de créer un socle commun au niveau d'une ville. Tu vois, souvent au niveau de Rabat, on ne sait pas ce qui se passe en termes culturels. Il faut aller voir l'Instagram de Mokhtar, qui est, dont c'est pas le métier, qui travaille dans une organisation internationale, mais qui prend le temps parce que c'est sa passion de relayer les infos, et donc les gens savent qu'il faut aller voir sur l'Instagram de Mokhtar. Mais il y a pas de média local que tu pourrais consulter pour dire: «Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Tiens, il y a des destructions dans ce quartier. Tiens, il y a des constructions dans ce quartier. Tiens, l'opéra, il a été inauguré, mais quand est-ce qu'il y aura des spectacles?» Il y a un grand flou, donc il y a un besoin. Moi, j'adore ça. Donc avec Nizar, on s'est dit: «Allez, il y a là, on se lance, on va faire un média collaboratif, on est chaud». C'était beaucoup trop ambitieux pour, nos ressources, mais, et c'est là que, voilà, c'est la vie d'entrepreneur, en tout cas dans mon domaine, tu te lances, tu fais des idées, tu rencontres des gens, tu sèmes des graines et puis ensuite tu vois ce qui pousse. En fait, pendant cette période de gestation de projet, on a postulé à un appel à candidature pour un atelier d'écriture de podcast, et voilà. On est allé à Casablanca, on a rencontré les gens du studio Les Bonnes Ondes, le feeling est passé, on a fait un premier projet qui s'appelait ASS, qui était le sorte de pilote pour ce qui est devenu Zanka. Donc aller voir des gardiens de rue, identifier qu'il y a une polémique depuis longtemps sur la question des gardiens de rue au Maroc.
beaucoup de stéréotypes qui circulent sur eux. Explique, explique. OK. Bah, donc alors moi, quand je suis arrivé au Maroc, au début, franchement, j'étais choqué. Genre, c'est arrivé que j'arrive avec mon vélo devant la poste et qu'il y ait quelqu'un qui j'accroche mon vélo, au poteau et quelqu'un vient me voir, quand je m'en vais pour me demander de l'argent. J'étais en mode: Ouais, pareil. «Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je comprends pas?» Et j'étais même un peu rétif et puis avec le temps, il m'est arrivé de voir des gardiens de rue organiser la circulation quand les flics étaient absents, avoir un rôle social, tu vois? Donc ma perception a évolué. En tout cas, quand tu te renseignes sur le sujet, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les médias, c'est un angle très souvent critique sur les gardiens et avec des idées qui circulent comme quoi ils font partie de mafias, ils escroquent les gens, ils leur font du chantage, «Ah tu veux pas me payer?» Et hop, tiens, le rétroviseur est cassé le lendemain. Tu vois? Donc et je pense que c'est réel, tu vois, ce qui est décrit. Sauf que ça donne à voir qu'une partie de la réalité. Et donc nous, on s'est dit, tu vois, j'avais fait mes recherches, comme d'habitude quand je traite un sujet, donc j'avais été voir tous les articles sur 2 ou 3 ans qui avaient été publiés. Pas une seule fois, il y avait le témoignage d'un ou d'une gardienne. Dommage. Donc on s'est dit: «Bah, voilà, ce sera notre posture pour ce podcast. On va aller, nous, pas parler, enregistrer des gardiens et donner à voir quelque chose de différent». Puis le projet, voilà, c'est un projet intéressant et il y a besoin de ça, comme dans tous les pays. Et donc, on a fait la même chose avec d'autres profils de gens qui travaillent dans le secteur informel, ce qui représente quand même 70 des gens au Maroc, hein. On n'est pas sur quelque chose de marginal, qui eux non plus ne sont pas représentés dans les médias. Le faux guide des Oudaya, le chauffeur de taxi, les ultras, même si c'est pas exactement un travail. Enfin, on avait plein de thématiques différentes. Il y en a qui ont marché, qui ont pas marché. Par exemple, ce qui a pas marché, c'était d'arriver à parler avec des femmes dans l'espace public. Moi, j'ai toujours, jamais eu de problème pour ça, dans tous les pays où j'ai pu vivre, mais ici, ça marche pas. Il y a une Je sais pas si c'est une défiance ou des codes ou j'ai essayé pendant des semaines, ça a pas marché et puis le jour où j'ai une amie journaliste qui est venue de Casablanca spécialement pour ça, en 2 heures, c'était plié. Parce que voilà, il y avait, cette complicité, voilà, encore une fois, je suis pas expert, il faudrait que d'autres personnes pour expliquer ça. Mais donc, Et comment ça marche pas? Ça pas tu pas de réponse, tu es bloqué? bah, en fait, ouais, il y avait cette fille-là qui était sur les marches des Oudaya, en train de faire du henna, proposer ça aux touristes et puis elle bouquinait. Alors moi, je vois quelqu'un bouquiner, tu vois, tout de suite, j'ai une affinité, je me dis: «Il y a moyen de parler». Spontané, ouais. Ouais, genre, parce que ça faisait un moment que je cherchais une façon de venir, aborder, tu vois, que je saluais, mais sans venir forcément parler. Donc là, je m'assois, on discute un peu: «Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu fais?» J'explique ma démarche. La fille est intéressée. C'était une jeune femme, en plus, elle me disait qu'en parallèle de ça, elle prenait des cours de cuisine, de formation. Donc un profil vraiment riche, tu vois? Et je me dis: «Super». Et elle donne son accord de principe. OK pour, se retrouver, à l'espace qu'elle choisit. Ça peut être un café dans son quartier, ça peut être devant les Oudayas, peu importe et d'enregistrer. Pas d'image, que du son. Et puis au moment de confirmer le rendez-vous, je me retrouve avec un mec au téléphone et je sais pas si c'est son frère, son cousin, son petit copain, c'est flou et de fil en aiguille, ça marche pas, quoi. Et c'est arrivé plusieurs fois comme ça marche pas. Et donc elle va me dire: «C'est pas elle». Elle était d'accord, mais c'est pas possible ou bien il va y avoir aussi des situations où, il y a même pas l'explication. Juste, il y a personne au rendez-vous, quoi. Et donc on a avancé sur le projet, Et je peux revenir sur un truc aussi? oui, bien sûr, c'est toi qui fais l'interview. Qu'est-ce que tu as appris sur les gardiens en leur donnant la parole? Justement, est-ce que tu as une autre image d'eux aujourd'hui? Bah, moi, j'avais pas une image d'eux comme des gens, faisant tous partie d'une mafia et qui sont riches. Suffit de les regarder, hein. Quand il te manque des dents, en général, c'est pas pour le plaisir, quoi, c'est que tu as pas les thunes. Quand tu passes ta journée dans le froid, enfin, bon. Donc ça, non, je m'en doutais. Moi, ma question, c'était plus au niveau financier, comment ça se passe? On est sur l'espace public. Donc là, le parking, il a été, l'asphalte qui est là, il a été construit, c'est pas les gardiens qui l'ont construit. Donc il y a un propriétaire. Qui est le propriétaire derrière? Est-ce que c'est la mairie?
Est-ce que c'est des propriétaires privés? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de situations différentes, que c'est du cas par cas. Tu peux pas généraliser. Qu'il y a des parkings qui sont des poules aux œufs d'or. Parce qu'ils sont près d'un endroit où, bah, c'est l'élite économique ou politique, qui vient et qu'eux, 50 dirhams, c'est rien. Et donc que s'il y a, 10 fois 50 dirhams dans la journée, fois 20 jours ou 30 jours, bah, ça commence à faire un budget. Mais ça, c'est une petite partie des parkings. Après, tu as tous les quartiers où, bah, c'est des gens qui lâchent, 2 dirhams, 3 dirhams et cetera et tu as le gardien qui, clopin-clopant, en boitant, à 70 ans, il fait ça depuis 20 ans, il aura pas de retraite, il a déjà pas de CNSS, il a aucun statut, il est un peu méprisé par la société et il continue à faire ce travail-là, voilà. En fait, ça donne à voir la c'est l'intérêt de mon métier de journaliste, la complexité, les zones gri enfin, c'est jamais tout noir, tout blanc, c'est gris. Il y a plein de cas différents et donc ça donne des explications, ouais. C'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de personnes, en handicap qui font ce métier. Des femmes aussi, des femmes qui sont gardiennes, et je pense en plus des gardiens qui ont une utilité sociale réelle, tu vois? Genre, des endroits où il y a pas de ce serait un peu le bordel quoi si chacun se gardait, enfin c des endroits qui sont pas devant les maisons, qui sont pas des zones résidentielles, mais qui ont où il y a beaucoup de passages, bah, si chacun se garait à sa façon et là, je vais faire un petit, tu vois l'espace de la conduite au Maroc, c'est pas un espace qui brille par le civisme. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, genre, il y en a d'autres, C'est un constat, ouais. voilà et donc c'est un peu la loi du plus fort de temps en temps, tu sais? C'est la loi de, si tu as une grosse voiture, avec des vitres blindées, bah, c'est toi qui fais les appels de phare, et les gens doivent, s'écarter devant toi, tu vois? Genre, et donc ça pourrait être un peu la même chose sur les parkings. Donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui dise: «On va organiser l'espace» et cetera, bah, il y a un rôle social et encore une fois, j'ai déjà vu des situations où tu as un croisement, peut-être les feux marchent pas ce jour-là et donc tu te retrouves avec le tramway qui arrive, s une dizaine de voitures bloquées, ça commence à klaxonner et si les flics sont pas là ou les policiers sont pas là parce qu'ils ont autre chose à faire à ce moment-là, j'ai déjà vu le gardien avec son gilet jaune là, Ktaf al-Bardine, comme on l'appelle gentiment les réseaux sociaux là, les épaules froides, qui ne servent à rien en théorie. Bah et c'est lui qui arrive et puis les gens l'écoutent, recule, avance et cetera et en quelques minutes, il te résout la situation. Et ça doit être aussi une des personnes qui connaît mieux, la rue et tout ce qui s'y passe et qui doit connecter les gens entre Mais tu as eux. tout à fait raison et dans le podcast, on l'entend ça. Tu as un gardien de nuit, Abdelwadoud, qui explique que les flics, quand ils font leur tournée nocturne, ils viennent le voir. Donc le gars, d'abord il a eu le taf en étant, coopté par quelqu'un. Ensuite, il a été testé par les gens du quartier pendant quelque temps. Il a été accepté. Donc ensuite, il a été déclaré auprès des autorités. Donc tu vois, genre, on est sur du secteur informel, des gens qui ont pas la CNSS, qui ont pas de contrat et cetera. M mais c'est pas du tout par hasard comme la façon dont les choses se font, tu vois? Il y a plusieurs paliers, de décision, et de cooptation et au final, il l'explique, quand les flics font leur tournée, bah, ils viennent le voir: «Abdelwadoud, qu'est-ce qui se passe ce soir?» «Ouais, bah, il y a eu un» je dis n'importe quoi, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc il est relais de sécurité et à une époque, ça j'avais découvert ça, j'en ai pas rencontré beaucoup. J'en ai vu un à Rabat, un gardien qui avait encore sa carte officielle de la mairie. Donc il y avait des communes, des mairies, c'était des décisions, territoriales, qui décidaient de donner un statut, officiel à certains gardiens. Donc voilà tout ce qu'on apprend en termes de complexité sur un sujet, qui dépasse encore une fois, des les gardiens, c'est que des gens qui nous exploitent, qui font partie de mafia. Quand tu creuses un sujet, forcément, tu vas Toujours. ouvrir ton regard Ouais. dessus, hein. Tu vas toujours te rendre compte que l'opinion initiale que tu avais on a besoin d'opinion pour fonctionner, tu vois? On peut pas être expert sur tout. Mais que l'opinion, ne correspond pas à la réalité, quoi. Qu'elle est un peu pauvre en face de la réalité. Et je te laisse poursuivre le fil par rapport à Zonka et les projets. Donc, heu, on rencontre, donc on fait on va à cet atelier d'écriture, ça se passe bien. On fait Zanka, ça se passe bien. Et puis ensuite, bah, le studio Les Bonnes Ondes, nous dit, bah: «J'ai encore des fonds,
liés à une subvention pour un projet culturel, donc on peut en faire quelques-uns encore, et ça peut devenir un podcast non plus, sur un type de métier, mais sur plusieurs. Super, donc voilà, on fait du casting pour voir, quels sont les profils qui sont intéressants. Il faut une voix, il faut savoir se raconter, il faut avoir envie de le faire, la disponibilité et cetera. On enregistre, heu, ça nous prend beaucoup de temps. Déjà parce qu'on n'est pas vraiment rémunéré, c'est un projet de cœur d'abord. Ensuite parce que moi, mon Darija, il est encore balbutiant. J'ai beaucoup progressé pendant cette période aussi, parce que justement, j'allais voir mon prof et je lui disais: «Là, j'ai une interview avec le faux guide des Oudayas, donc on s'entraîne toi et moi et cetera» et voilà. Et puis, finalement, on y arrive, ensuite, c'est le studio qui prend le relais. Une fois qu'on a fait l'enregistrement, le dérush et du pré-montage, on a posé des intentions, comme on dit, dans les séquences. Bah, ils viennent, ajouter leur professionnalisme dans le montage et dans le mixage et le sound design et hop, c'est tout chaud, ça sort. Et moi, j'avais un autre projet, donc lié à la Darija. Attends, Oui, et je suis allé trop vite. Zonka, on peut l'écouter où? C'est disponible? Oui, on peut l'écouter, sur les meilleures plateformes de podcast, sur le site lesbonnesondes.ma et sur YouTube, parce qu'on a fait un travail de traduction. Donc il est majoritairement en Darija, mais il est sous-titré en français. Et ça, c'était un des piliers qu'on avait avec Nizar depuis le début, depuis le projet de média local. On voulait des contenus qui soient au minimum bilingues. Parce que du fait de la situation plurilingue, riche et complexe du Maroc dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, tu as des bulles linguistiques. Et tu as des gens qui s'informent, comme ils s'informent dans des langues différentes, ils n'ont pas accès au même contenu. Tu prends le site Express, qui est un des médias les plus... voilà, un média sérieux au Maroc, qui a une belle audience. Bah, les contenus, quand tu cliques sur, donc c'est déjà bien qu'ils aient, hein, ils ont la version en plusieurs langues, mais c'est pas les mêmes articles quand tu passes de la version francophone à la version arabophone. Donc les gens qui font partie de la même société n'ont pas accès aux mêmes informations. Or, une des missions des médias, c'est de créer du lien, un socle de réalité commun pour que les gens d'un peuple, voilà, puissent vivre ensemble, voilà. D'où le socle de bilingue pour Trek Dar pour, Zanka, d'où le fait que ce soit sous-titré et sur YouTube. D'ailleurs, enfin, moi personnellement, c'est là où je dirais aux gens, tapez Les Bonnes Ondes, c'est sur leur chaîne, Les Bonnes Ondes Zanka, Zanka, et allez écouter ça. Et je vais vous mettre le lien, enfin les liens dans la description de la vidéo, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Top. Et le nouveau podcast. Et le nouveau, alors, également produit avec Les Bonnes Ondes, le nouveau qui s'appelle Track Dalija, donc voilà, moi je voulais parler de la Darija qui parce qu'en fait, quand tu es étranger, encore une fois, tu comprends pas au début ce qui se passe et pour beaucoup d'étrangers, tu comprends jamais ce qui se passe. Si tu apprends pas la Darija, si t'es pas un peu un mordu du sujet comme moi, passionné à aller chercher des jeux de cartes en Darija, des livres, du Petit Prince sous-titrés en Darija, tu sais, il y a pas une base de données, il y a pas un organisme de promotion de la Darija et de l'intégration au Maroc où tu trouves toutes ces ressources. Donc c'est une quête. Et je me suis dit: «Tiens, ce serait intéressant de valoriser cette quête d'une façon ou d'une autre» et donc mon projet initial, encore une fois, des projets qui changent de visage. Mon projet initial, c'était de faire une série d'interviews avec, une dizaine d'étrangers installés au Maroc, une américaine, un chinois, un guinéen, qui ont tous appris la darija, pour montrer que c'est possible, pour voir quel parcours ils ont suivi et voilà. Donc j'arrive, au studio, je parle de ça et cetera et puis il me dit: «Oui, oui, oui, est-ce que tu ferais pas plutôt un documentaire où tu raconterais ton histoire?» Le podcast, c'est un format intime, heu et c'est très propice à ça, puis moi, ça m'a séduit comme idée et donc c'est devenu, non plus une série d'interviews, mais un podcast, et non pas une série de podcasts aussi. Parce que souvent les gens ils entendent on leur dit podcast, ils entendent série. C'est comme si tu dis, je sais pas moi, Barbie, il y a Ken, tu vois? Les gens dans les têtes des gens. Bon et donc c'est un podcast unitaire de 20-25 minutes qui raconte la trajectoire
d'un Breton qui veut s'intégrer au Maroc, ses galères, ses joies, ses peines, de façon, ouais, de façon une sorte de carnet de voyage un petit peu, ouais. Et donc lui, il est sorti là, cet automne. Il est pas encore Je peux dire, hein? vas-y, un mot, Et vas-y. je vous encourage vraiment à l'écouter. C'est vraiment une aventure auditive, imaginaire, dans ton parcours au Maroc, ton lien à la langue. C'est très intelligent, très bien écrit, c'est ça s'écoute tout seul, hein. On est immergé dans le Maroc en l'écoutant, ouais. Merci beaucoup, ouais. Donc, allez écouter, je vous mets le lien aussi, dans la description. Ouais, c'est, le résultat, on en est vraiment content. C'est un parce que je dis «on» parce que moi, j'en suis l'auteur, mais ça reste un travail d'équipe. Donc il y a Mehdi Elkindi, c'est lui qui m'a fait switcher depuis les interviews vers l'écriture, d'un projet plus, ouais, d'un récit. Il y a l'équipe qui a fait le sound design, le mixage et cetera. Donc il y a un attachement différent au premier podcast Zanka puisque c'est intime. C'est du et puis donc là, voilà. Donc lui, pour l'instant, il est juste sur les plateformes, et sur le site des Bonnes Ondes. Il est pas encore sur YouTube. C'est un projet. Faut voir aussi donc lui, il est en français, donc est-ce qu'on le traduirait en anglais ou bien en darija? C'est en cours de réflexion. Il y aura une suite? Alors, il y a rien de décidé. Maintenant, on peut évoquer les projets, qui n'ont pas été encore concrétisés, mais qui sont en phase de graines. Et ton idée d'interview, elle est super aussi. Ouais, t'aimes bien, ouais? Pour YouTube, ça serait très intéressant. Faut trouver un format, en fait. Là, ce que je me dis, ce serait peut-être faire un format de 5 ou 10 vidéos, la suite de Trek d'Arija, mais donc qui n'ont plus rien à voir avec mon récit personnel, qui sont plus en mode, qui ciblent spécifiquement pas les Marocains, mais les étrangers qui veulent s'intégrer ou qui veulent comprendre, sans forcément apprendre la Darija parce qu'ils la parlent peut-être déjà, mais qui veulent comprendre davantage le contexte. Et ben, il y a un bouquin qui s'appelle voilà, faire un épisode sur tous les bouquins que j'ai lus sur le sujet qui m'ont appris, faire un autre épisode sur, le saviez-vous, la Darija, comment elle a évolué, pour devenir incontournable dans les publicités, par exemple, ce qui était pas le cas avant, incontournable dans le rap, ce qui était pas forcément et cetera et cetera. Ce serait une très bonne chaîne YouTube, hein. Tu Bah la thématique, tu sais quoi? On fera ça ensemble. ouais, moi, je suis parti sur d'autres idées encore. Et tu vois, la chaîne Trek d'Arija, où l'initiateur, c'était ton premier podcast Ouais. et ap ça ouvre à plein d'autres choses, plein de formats différents. Après, il y a la question du financement. C'est-à-dire que Oui, il moi, faut voir comment tu te rémunères avec ça, ouais. c'est ça. Mmh. Trek Darija et Zanka, c'est 2 projets, de cœur plutôt, où on a eu des subventions, mais qui couvraient pas du tout l'intégralité du temps passé, des dépenses, machin. Et donc maintenant le défi pour continuer parce que Zanka, moi j'adorerais faire Zanka 2, 3, 4, par thématique, tu vois? Tu peux avoir un Zanka sur les femmes dans l'espace public, tu peux avoir un Zanka sur, la la participation socio-économique des Africains, qui ne sont pas juste des migrants, mais en fait qui créent des business, il y a plein de Zanka différents et encore une fois, comme je me sens journaliste local, j'ai très envie de les faire. Il faut les pitcher, il faut aller voir des bailleurs de fonds, des entreprises privées et puis arriver à vendre ça. Donc ça va être le défi et pour la suite de Darija, c'est pareil, le truc Darija. Parce que tu vois, d'un point de vue entrepreneuriat, les gens payent pour apprendre ou ont l'envie d'apprendre la Darija. Moi, je le vois, on est partenaire de Blabla Darija, donc c'est une formation en ligne, C tu vois? Pour apprendre la langue ouais, je suis et abonné avec eux, ouais, OK ouais. et bah, il y a des milliers de membres, donc il y a un intérêt pour les gens de payer pour accéder à ça. Donc je pense si tu réfléchis bien, il y a moyen de monétiser si tu vas vers ça, il y a un moyen de le monétiser, ouais. Sous quelle forme, je sais pas, mais Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que je réfléchis d'abord à ce que j'ai envie de faire et après à comment le monétiser. Parce que sinon, je donnerais des cours de la régia, en fait. Tu vois, je me casserais pas la tête. J'ai réfléchi, je pourrais créer un pack, initiation, d'Arija plus, intégration d'Arija, initiation, culturelle, où je reviens sur les moments forts de mon parcours. J'identifie avec les gens en face de moi de quoi ils ont besoin, un champ lexical. J'ai commencé à le faire, ça marche et je pourrais vendre des cours,
mais c'est pas ce qui me donne le plus envie, ouais. L'histoire de du enfin, ouais, mais bon, c'est encore au stade de brainstorming, ce projet-là. Il y en a plusieurs, hein, il y a Zanka pour le coup, c'est assez évident, ce qu'on pourrait proposer, donc il faut juste qu'on aille maintenant le pitcher, le prospecter. Puis il y a d'autres idées de podcasts, j'aimerais bien en faire un, en fait, les podcasts, c'est vraiment là où j'ai le plus de marge de manœuvre de créativité. Sur le consultant médias et communication, bah, je réponds à un besoin, des termes de référence, un cahier des charges. Ouais, tu plus audio que vidéo, toi? Oui, Tu oui, oui, plus dans beaucoup. ton élément, avec le son, Ouais, je suis pas contre l'image par principe, mais le podcast apporte quelque chose de différent. Déjà les gens, se livrent davantage parce qu'il y a pas le côté intrusif, la peur de, ces images, de moi et cetera. Ça fait peur, L'apparence, hein. ouais. En plus, en termes de montage, ça donne plus de liberté aussi. En termes, tu sais, tu peux beaucoup tu peux faire ce que tu veux, quoi. Alors que, sur l'image, bah, tu es quand même contraint, par faire correspondre, l'image et le son. Le bémol, c'est que c'est peut-être moins accessible Oui, qu'aujourd'hui tout est vidéo et tout à fait. c'est C'est un plus c'est un sérieux ouais, bémol. Effectivement, le podcast, j'ai fait un article sur ce sujet, podcast sur le secteur des podcasts, qui sont les pionniers au Maroc. C'est encore balbutiant, hein. Il y a pas, et en fait, tu comprends que, la France et les États-Unis aussi, mais la France, est une exception là-dessus, sur le fait qu'il y ait beaucoup de financement public. Donc mais bon, faut s'adapter au contexte, faut voir comment faire, peut-être aussi solliciter des médias français, pour être partenaire du projet, et puis il y a quand même des choses qui se font. Là, va y avoir, dans le mois prochain, la seconde édition du festival Amouage à Casablanca, qui est un festival qui est dédié au podcast et à la création sonore. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Il y a de plus en plus de créateurs marocains. Tu vois, il y a Machi Rojola qui a un podcast dédié au thème de la masculinité positive. Il y a Radio Maarif qui, pour le coup, a explosé le plafond de verre. Ils en sont à des millions d'écoutes, sans images, en parlant principalement de l'histoire du Maroc. Donc il y a des choses qui se font, dans différentes thématiques, mais oui, il faut trouver son public, il faut trouver le bon concept. même sur YouTube, il y a des chaînes qui cartonnent juste avec une image fixe et 1 heure ou 2 sur certaines thématiques, Ouais. philosophie ou autre. Donc il y a encore moyen de Non, il y a la place. Il y a la place, ouais. ouais, bah, d'ailleurs, tu pas parlé, tu es papa? Je suis Ouais. papa, ouais. J'ai une petite fille de 3 ans. Et tu avec une Marocaine alors? Non, je suis marié à une Espagnole. OK. Il y a Bon, pas de lien en tout cas parce que c'est vrai que souvent des gens qui me rencontrent et qui voient que je parle d'Arija, quand ils apprennent que je suis marié, ils se disent: «Bah, il est marié à une Marocaine». c'est vrai qu'on C'est on ce imagine qui ça, ouais. ce qui est normal, tu vois? Bah, non. C'est raté. Ouais, ouais. Non, non, ça a rien à voir. Super. Bah, écoute, j'ai encore beaucoup de questions dans la tête, mais peut-être qu'on fera une suite, éventuellement, je sais pas, si la vidéo vous plaît. Bah, merci pour, ce partage. Je trouve que tu as un bel exemple d'un Français qui s'est, bien fondu, intégré, qui a trouvé sa place au Maroc. Donc ça me fait plaisir de rencontrer des personnes comme toi et de les mettre en avant sur la chaîne. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. J'en connais d'autres, hein, des Français, alors des étrangers bien sûr, mais des Français en particulier qui suivent aussi leur propre parcours d'intégration. Je suis pas tout seul, mais tant mieux, si ça peut, soit rassurer sur le fait que ce soit possible, soit inspirer sur le fait de voir que oui, il y a plusieurs façons d'arriver à ça. Ouais, Et je vais rebondir sur ma chaîne. Pour nos abonnés qui voudraient s'installer à Rabat, ouais. c'est quoi ton petit mot pour eux? Toi qui connais si bien cette ville, cette région? Ouais, alors si bien, La TV. il y a pas de média local. Qu'est-ce que tu veux comment veux-tu bien la connaître? Mais oui, oui, non, bah, tu vois, typiquement, je connais de mieux en mieux Rabat, je connais encore très mal Salé. Ça, je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers, qui vivent ici, hein. Alors qu'il y a plein de trucs cool, tu vois? Il y a le souk des tissus, à Salé, avec des tissus pas chers, et ensuite, comme il y a plein de tailleurs, bah, tu peux te faire des vêtements sur mesure,
Ce que j'adore, c'est pas spécifique à Rabat, mais moi j'adore le fait, quelque chose qu'on n'a plus en France, pouvoir prendre des vieux objets, et de les faire retaper, voire améliorer. J'ai une pochette pour mon tabac à rouler, où j'ai un vieux sac aussi qui était en train de tomber en déliquescence là, avec des petits bouts qui s'éparpillaient partout, c'était inutilisable. Hop, médina, artisan, jolie couche de cuir et il est plus beau qu'avant. Ou bien évidemment faire des meubles sur mesure, donc ça j'adore. Mais encore une fois, c'est pas spécifique à Rabat. Et à Salé, il y a un immense entrepôt aussi où il y a plein d'artisans Alors oui, ça c'est les artisans qui étaient à Oulja, mmh. qui se sont fait, gentiment, heu, délocaliser. Ouais. C'est quoi l'histoire de ça? Il y avait une place à l'origine? Et ben, en fait, ils étaient, grosso modo au pied de la tour Mohammed VI. Ils étaient installés là-bas depuis longtemps. Alors je connais pas le statut qui était le leur et cetera, mais je sais même pas pourquoi exactement ils ont été, délocalisés. Soit je connais mal le sujet, soit il y a pas eu suffisamment de communication dessus. Mais en tout cas, on leur a dit maintenant, je sais même pas si c'est prévu qu'ils reviennent, ce que je trouverais génial personnellement, refaire, refaire des installations et les faire revenir là-bas. En tout cas, sur la localisation, c'est mis temporaire entre, parenthèses. Donc je sais pas, est-ce que c'est un indice ou pas? Bah, je pense qu'ils le savent pas eux-mêmes, les artisans en tout Mmh. cas. Et est-ce que les autorités ont la réponse? Je l'ignore. En tout cas, c'était beaucoup mieux là où ils étaient, c'était plus central. Là, ils sont un peu loin, dans un endroit qui a moins de charme. Ça avait beaucoup de charme là où ils étaient aussi avant. Et pour les personnes qui veulent te contacter, est-ce qu'il y a un email, un téléphone ou autre? Ouais, alors je vais pas donner mon numéro de téléphone sur une chaîne YouTube, mais peut-être le plus simple, c'est mon profil LinkedIn. C'est vraiment le seul réseau social que j'utilise. Bah, il y aura mon nom, mon prénom, de toute façon sur, donc il suffit de le taper, et je suis joignable. Et puis sinon, ils peuvent passer par toi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui voudront me contacter, mais bon voilà, genre, Bah, LinkedIn, c'est bien. LinkedIn, c'est bien. Ouais. LinkedIn, c'est bien. Est-ce que tu as un livre ou une lecture à nous recommander, par rapport au Maroc? Ouais, «L'histoire du Maroc racontée par, Zakaria Boualem», ça c'est le titre et l'auteur c'est Reda Halali, qui est accessoirement, une méga star au Maroc puisque, chanteur lead du groupe Oba Spirit, journaliste chroniqueur chez Tel Quel depuis 20 ans et co-auteur du podcast Radio Maarif. Donc le gars a quand même un sérieux pédigré et il est passionné d'histoire, d'où le podcast Radio Maarif dont on parlait tout à l'heure et dans son bouquin, en fait, il a mélangé sa passion pour l'histoire, mais racontée non pas à travers les dates, mais à travers des moments forts liés aux grands personnages, tu vois? De l'humain. Et sur le ton de Zakaria Boualem, qui en fait est une sorte d'alter ego qu'il a créé pour sa chronique dans Tel Quel. C'est génial. C'est un bonbon. Ça fond sous la langue, tu plein de choses, c'est drôle, voilà. Ça donne envie. Ah ouais, Je vais checker ça aussi. ah là, il faut foncer. Bah, merci pour ce moment. Avec grand plaisir, Bonne merci d'être venus tous continuation. les 2. Mmh. Bonne continuation à À la toi. prochaine. Yeah. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Merci aussi à notre sponsor, les Résidences Relief à Marrakech, pour leur soutien. Vous trouverez le lien en description pour découvrir en détail leur projet. Si le sujet de la Darija, l'arabe marocain, vous a parlé, il y a une vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran et qui pourrait aussi vous intéresser. C'est un podcast où on parle aussi de l'arabe marocain, mais avec une approche différente. Et enfin, si votre objectif est de vous installer au Maroc en 2026, je vous rappelle que vous pouvez réserver un appel découverte de 30 minutes avec Omar. Le lien est dans la description. À très bientôt pour une prochaine vidéo.